Elle n'a jamais manqué de mots pour défendre Johnny, mais face à David, elle a longtemps choisi autre chose, le silence. Letitia Hallyday a 50 ans depuis le 18 mars 2025. Un âge qui n'impressionne pas seulement l'état civil l'oblige à regarder derrière soi et à mesurer ce qu'on a protégé et ce qu'on a abîmé sans le vouloir. Pendant des années, Letitia a été la veuve, la gardienne d'une mémoire, la femme au centre d'un cyclone national depuis la mort de Johnny le 5 décembre 2017. Et dans ce cyclone, il y a eu une fracture, presque une guerre de famille, l'héritage, les trustes, la justice, les avocats, les titres, les camps. Les tensions avec David Hallyday et Laura Smith ont fini par trouver une issue avec l'accord du 3 juillet 2020 sans refermer le dossier judiciaire. David Louis n'est pas un personnage secondaire. Il est le fils aîné de Johnny né le 14 août 1966. Il porte un nom, une histoire et une absence parfois. Et ces dernières semaines, il a rouvert la boîte mais sans l'ouvrir contre elle. Et dans un documentaire diffusé sur musique, il lâche une phrase simple, presque épuisée: je pardonne. Il faut passer à autre chose, mais on n'oublie pas. Quand un homme dit cela, ce n'est pas un point final, qu'est un malentendu et une mise à nous. Alors pourquoi maintenant, parce que 50 ans Letitia sait que l'image ne suffit plus? Elle l'avoue même lorsqu'elle raconte Johnny comme dans Johnny par Letitia, tout reste filtre par l'intime, par le couple, par la légende. Oh, David ne réclame pas une légende, il réclame une place, une reconnaissance, et peut-être simplement une phrase qu'elle n'a jamais dite au bon moment. Il y a aussi un signe discret mais public l'été 2024, une photo, un événement, une apparition où Letitia et David semblent enfin se tenir du même côté du cadre. Ce n'est pas une réconciliation Instagram, c'est le début d'une possibilité de parler autrement. Parler à hauteur d'homme, non plus au nom de Johnny, mais à David. Et si derrière ces mots jamais il y avait une phrase très française, très simple, très lourde, je n'ai pas su que lui doit aller à lui au-delà des accords et des signatures, et si le plus difficile n'était pas de pardonner, mais d'admettre ce qu'on a fait au nom de l'amour. Rencontrer les fils de l'homme qu'on aime qui accepte d'entrer dans une histoire qui a commencé sans vous, et où l'on vous attend parfois comme une intrusion. Quand Letitia croise Johnny pour la première fois le 25 mars 1995, à Miami, elle n'entre pas seulement dans la vie d'une star, elle entre dans une dynastie affective, une famille déjà faite de souvenirs de blessures de loyauté anciennes. Un emploi de mariage a noyé sur scène officialise si basculement. Mais une signature ne crée pas une place surtout quand cette place touche à l'essentiel qui est légitime et qui compte qui parle au nom de qui. En face, David Hallyday n'est pas un enfant qu'on a madoué avec des promesses. C'est déjà un homme et un artiste, né le 14 août 1966 avec sa propre carrière et son propre regard et cette distance que l'on garde souvent quand on a grandi dans l'ombre d'un homme trop grand. C'est aussi un fils qui, comme tant d'autres, a une mémoire différente de celle des adultes qui arrivent après. Letitia le dira plus tard avec une formule qui sonne comme une tentative de vérité. Elle affirme avoir beaucoup d'empathie pour la souffrance de David et reconnaît que cette souffrance est bien réelle. La première rencontre justement se jouait dans cet espace et la passe dans la fête et passe dans le spectaculaire, mais dans la gêne, dans la politesse un peu trop parfaite, dans les silences qui durant une seconde de trop. La jeune femme qui accompagne Johnny est une inconnue pour David, mais elle n'est pas une inconnue neutre. Elle devient immédiatement un symbole, et un symbole on ne le regarde jamais seulement pour ce qu'il est estimé. D'un côté, il y a l'homme Johnny, la chaleur, le charme, la promesse d'un renouveau. De l'autre, il y a le père. C'est lui qui a manqué, c'est lui qu'on a attendu, c'est lui qu'on a parfois eu par intermittence. Et Letitia au milieu comprend très vite une règle tacite, elle ne rencontrera jamais David seul. Elle le rencontre à travers Johnny, à travers ce que Johnny représente, à travers ce que Johnny n'a pas toujours su réparer. C'est là que la voix off se resserre parce que tout se joue sur des détails humains. Letitia arrive avec sa volonté de bien faire, mais aussi avec une fragilité, l'écart d'agles réticences de l'entourage, cette suspicion diffuse qui accompagne souvent la nouvelle épouse d'un homme célèbre. Même des sources biographiques rappelant que certains proches se sont montrés critiques dès le départ. David lui arrive avec une autre loyauté, protéger l'image de son père sans se laisser de posséder de sa place de fils. Plus tard, quand la guerre de succession explosera au grand jour, Letitia expliquera dans la presse qu'elle se sent attaquée dans ses quels à des plus intimes jusqu'à dire « on me vole mon d'huile, on me rouille de coupes ». Si et qui frappe quand on relate ces mots qui esquils éclairent rétroactivement la rencontre dès le début tout reste émotionnellement à haut risque, parce que la famille Hallyday n'est pas une famille ordinaire.
C'est une famille observée, commentée, instrumentalisée où chaque geste devient interpretation. Et pourtant, Laetitia insiste aussi sur autre chose. Elle se présente comme celle qui a tenté de rassembler, de faire pont. Dans un entretien, elle dit même avoir beaucoup œuvré pour rapprocher les enfants de Johnny. Elle répétait, on est une famille, je laisse certains à bras ouverts, et rappelle qu'une famille quand David et Laura avaient besoin d'obtenir quelque chose de leur père, ils passaient souvent par elle. Cette phrase est lourde. Elle est dite à la fois une proximité et un malentendu. Quand on devient l'intermédiaire, on devient aussi la cible. La rencontre au fond n'a jamais été un moment. C'est une période, une suite de premières fois, premières repas, premières fêtes, premières absences aussi. Avec une question silencieuse jamais posée clairement, quelle place veux-tu prendre? Laetitia est une autre tout aussi muette. Quelle place me laisses-tu, David? Si c'est ainsi que s'installe leur relation, passe dans le rejet frontal mais dans une tension contenue. Une coexistence où chacun pense faire au mieux, tout en se demandant parfois si l'autre ne cherche pas à prendre trop. Ils ont vécu une période où tout semblait possible parce que la machine Johnny ne connaissait pas la marche arrière. Et parce que la mode en ces moments-là ressemble parfois à une stratégie de survie. À la fin des années 1990, Johnny Hallyday n'est plus seulement une idole héritée des 60s. Il redevient un phénomène contemporain, un homme capable de remplir des stades et de redevenir central dans la culture populaire comme si le pays avait besoin de le voir prouver encore une fois qu'il tient debout. En 1998, il transforme le Stade de France en territoire personnel, en livre devient un symbole et une époque qui se grave dans la mémoire collective. Et dans le même mouvement, il prépare ce qui sera l'un de ses sommets discographiques 5x5 sorti le 13 septembre 1999. Si disque c'est plus qu'un succès, c'est une réunion familiale transformée en produit culturel majeur. Car derrière 5x5, il y a David Hallyday, compositeur, co-architecte, fils devenu partenaire artistique. On pourrait croire que cette collaboration aurait scellé définitivement une harmonie, mais la réalité est plus fine. Quand un père et une fille se retrouvent ainsi au sommet, l'affection circule, et les attentes aussi. Laetitia, elle observe cette dynamique de l'intérieur. Elle comprend que la gloire ne fasse pas les manques, elle les maquille parfois, elle les rend supportables, mais elle ne les guérit pas. Et si moment la Laetitia n'est plus la jeune épouse que l'on jauge de loin. Elle devient une présence constante et une organisatrice de l'ombre, celle qui protégeait l'équilibre domestique d'un homme public qui brûle sa vie en plein jour. Elle s'inscrit dans une routine paradoxale, d'un côté les tournées, les studios, l'adrénaline, de l'autre la recherche d'une normalité introuvable. C'est précisément dans cette contradiction que le couple se raconte. Johnny n'a jamais prétendu être un homme simple et Laetitia n'a jamais prétendu l'aimer pour sa simplicité. Elle l'aime parce qu'il est excessif et elle l'accompagne parce qu'elle croit pouvoir canaliser cet excès. Les années 2000 confirment cette impression de puissance. En 2002, Johnny sort à la vie à la mort le 4 novembre un double album pensé comme une grande réussite populaire porté par des titres devenus des repères et un démarrage commercial qui reste dans la mémoire du secteur comme un record d'époque. On ne parlait plus seulement d'un chanteur, on parlait d'un empire émotionnel, et Laetitia dans cette phase devient aussi l'image du foyer, la femme qui tient celle que le public associe à la continuité au clan, à une forme de stabilité qui rassure. Puis vient une décision intime qui fabrique un nouveau centre de gravité, l'adoption. Jade arrive en 2004, Joy en 2008, toutes deux adoptées au Vietnam. Pour Johnny, c'est l'idée d'une seconde paternité peut être plus apaisée, plus tardive. Pour Laetitia, c'est une identité qui se fixe, elle n'est plus seulement l'épouse d'une star, elle est une mère. Cette maternité devient un axe narratif, puissant parfois, sincère parfois, instrumentaliste par les regards extérieurs. La famille s'élargit, mais l'équation se complique, plus il y a d'enfants, plus la question de qui est au centre devient sensible. Car pendant que le couple construit cette image familiale, David lui avance dans sa propre vie d'homme et d'artiste. Il n'est pas dans cette maison-là. Il n'est pas dans ces quotidiens-là. Et que c'est ici que les années de gloire installent en silence un mécanisme dangereux quand tout va bien. On reporte les conversations difficiles. On se dit qu'on aura le temps. On s'imagine que la réussite suffit à créer de la paix. Laetitia tente aussi de donner un sens public à cette période en 2012. Elle cofonde avec Hélène Darroze l'association La Bonne Étoile créée en mars 2012 selon l'historique de l'association. Une manière de relier l'histoire familiale au Vietnam à une action humanitaire et de montrer que le clan peut aussi être utile, pas seulement célèbre.
Cela participe à l'image d'un couple, engage installe solide. Mais là encore, l'image ne dit pas tout l'humanitaire n'empêche ni les conflits, ni les rancœurs, ni les non-dits. Et dans ces décors de réussite, une vérité travaille déjà la relation, la gloire sur le couple. Mais elle met la famille élargie sous pression. Place Johnny devient un monument, place chaque place autour de lui devient un enjeu. Laetitia protégeait Johnny, David protégeait sa part de père. Et personne à ces moments-là ne se dit qu'un jour cette question de place deviendra une question de droit. À un moment précis, l'amour ne suffit plus à garder tout le monde à la même table parce que chacun commence à se demander si qu'il va et c'est quand lui doit. Chez les Hallyday, les fissures ne surgissent pas comme une explosion, elles apparaissent comme une fatigue, une suite de petits décalages presque invisibles pour le public mais évidents pour ceux qui vivent dedans. Laetitia de plus en plus occupe une place centrale. Pas seulement la femme de Johnny, la gardienne du rythme du calendrier des priorités, celle qui filtre, celle qui organise, celle qui protège. David, lui, n'évite pas que de centralité comme un détail. Parce qu'un fils n'a pas le même rapport au proche qu'une épouse. Pour un fils, l'accès opère n'est pas sans négocier. Il devrait être un droit naturel. Mais alors, dans une famille où l'homme est une star, où tout passe par des équipes, des agents, des urgences, des tournées, ces droits naturels deviennent vite une réalité compliquée. Laetitia finira même par le dire plus tard en défendant son rôle quand David et Laura avaient besoin d'obtenir quelque chose de leur père, ils passaient souvent par elle. Phrase révélatrice, pas si qu'elle se veut bienveillante, et qu'elle peut être entendue comme une épreuve de pouvoir. Pourtant, personne ne se révèle un matin en se disant je vais devenir un obstacle. Cela se construit autrement. Laetitia veut maintenir un équilibre, éviter les conflits, protéger Johnny de si qui le fragilise. Et Johnny lui semblait accepter parfois même rechercher cette protection. Ce glissement crée un phénomène classique, le couple se serre, la périphérie se refroidit. Et puis il y a les alertes, celles qui transforment la vie en urgence. En décembre 2009, Johnny est hospitalisé à Los Angeles après des complications liées à une opération et il est placé en coma artificiel pendant quelques jours avant d'en sortir. Si genre d'épisode est de traces psychologiques, il rend l'homme plus vulnérable. Il oblige l'entourage à choisir une méthode qui parle, qui décide, qui filtre les informations, qui protège l'artiste. Et l'homme est souvent dans ces moments-là, le cercle se rétrécit. Ce soit-là, ce n'est pas seulement un corps qu'on surveille, c'est un territoire affectif qu'on redessine. Dans cette logique, la Californie n'est pas qu'un décor. C'est une orientation de vie, un choix de résidence, d'habitudes, de cadre juridique aussi. Et c'est là que les fissures prennent une dimension plus lourde lorsque l'intime se mêle au droit. En 2014, Johnny rédige un testament en Californie en indiquant notamment sa résidence à Los Angeles et en organisant sa succession selon des mécanismes américains dont le trust avait un rôle central donné à Laetitia dans l'exécution. Quand l'interprète comme une stratégie, une protection ou une décision personnelle, le résultat est le même, on prépare l'après, sans que tout le monde se sente faussement inclus dans cette préparation. Mais alors, comment le vivre quand on est David, comment ne pas entendre derrière ces choix une hiérarchie implicite? Laetitia dira qu'elle comprend la souffrance de David et Laura qu'elle la juge bien réelle tout en rappelant qu'elle n'est pas responsable de ce qui s'est joué avant elle. Là encore, on entend la nuance et on entend aussi la limite. Elle reconnaît la douleur mais elle refuse la culpabilité. Ou c'est précisément dans ce cas que la relation s'éteint. David n'attend pas qu'elle s'accuse. Il attend peut-être qu'elle reconnaisse le mécanisme. Qu'elle admette que même sans intention de nuire, on peut prendre trop de place. À partir de là, chaque geste devient sujet d'interprétation. Une absence n'est plus une contrainte. C'est un message. Une décision n'est plus pratique. Elle est politique. Un silence n'est plus de la pudeur. Il est une frontière. Et c'est qui rend ces fissures dangereuses et ces qu'elles restent longtemps sans mots directs. Tout le monde avance en pensant maîtriser la situation. Laetitia pense protéger Johnny. Johnny pense tenir sa famille à sa façon. David pense se préserver, mais personne ne pose clairement la question qui brûle, qui a le droit d'approcher. Johnny sans permission qui parle pour lui et quand il ne pourra plus parler, qui parlera à sa place. Si les fissures là quand elles existent n'attendent qu'une chose, un choc pour devenir une fracture. Il y a des styles qui rapprochent,
Et il y a que qui au contraire révélant si que tu contenait déjà serré dans sa main depuis longtemps une place un manque une colère en droite. Le 5 décembre 2017, Johnny Hallyday meurt à Mans la Coquette. Et cet instant, Laetitia devient officiellement la veuve, mais surtout dans l'intimité, elle devient la seule adulte du foyer, à devoir continuer pour Jed et Joy pendant que la France entière transforme la disparition en événement national. Le hommage immense emporte tout sur son passage. Pourtant, derrière l'émotion collective, quelque chose se figue, parce que la mort d'un père ne répare rien, elle le rend irréversible ce qui n'a pas été dit. Tu sois là dans une famille ordinaire, on se serre. On se parle, on se pardonne parfois, mais dans une famille Hallyday, il y a les avocats, les managers, les contrats, les droits d'auteur, les biens dispersés entre plusieurs, peut-être la question toxique qui arrive toujours trop vite qu'est qu'il, à l'aise et d'acculer Tisha n'a pas seulement perdu un mari. Elle se retrouve dépositaire d'une histoire. Et David, lui, n'a pas seulement perdu son père, il perd aussi toute possibilité de lui poser une dernière fois une question simple. Mais alors, le deuil bascule. Il se judiciarise. Le 12 février 2018, David Hallyday et Laura Smith engageant une action en justice en France pour contester les modalités de la succession. C'est la première fracture publique, celle qui ne se recolle plus avec une photo de famille ou une phrase prudente. Ce n'est plus seulement une douleur qu'est une bataille. Et tout le monde comprend en quelque mesure que l'enjeu dépasse la tristesse. Il touche au cœur de la filiation en France. Être enfant, ce n'est pas un sentiment. C'est aussi un statut. Au centre de la tempête, il y a un dispositif juridique que le grand public découvre comme on découvre une langue étrangère, le trust. La logique californienne, le trust, JPS Bank of America désigné pour le guerrier, est l'idée insupportable pour les aînés d'être écartés d'un héritage au profit de Laetitia. On parlait de droits, mais on entend surtout une blessure commente. Mon père a-t-il pu écrire que cela est en face Laetitia entend une autre violence commente. Peut-on venir me réclamer quelque chose alors que je n'ai même pas fini d'enterrer mon mari? C'est là que la parole devient brutale parce qu'elle n'est plus maîtrisée par les rituels de la télévision. Laetitia en avril 2018 dit dans la presse on me volait mon douille, on me rouait de coups. Cette phrase, elle choque, elle divise, elle se répète partout. Mais elle dit une vérité psychologique. Laetitia se sent attaquée dans sa légitimité affective comme si l'on cherchait à lui retirer, après la mort, la place qu'elle a tenue auprès de Johnny vivant. Et surtout, elle parle comme quelqu'un qui n'a plus de bouclier. Parce que Johnny n'est plus là pour trancher, pour passer, pour reprendre la main. Pour David, la crise est d'un autre ordre. Il ne se bat pas seulement pour déchiffrer. Il se bat pour que l'histoire ne soit pas réécrite sans lui. Il se bat pour que son lien de fils ne soit pas relégué derrière la construction d'un clan plus récent. Et cette guerre-là est toujours ingrate quand on conteste un testament, on donne l'impression de contester le mort. On se retrouve immédiatement suspect de calcul même si l'on parle d'identité, de reconnaissance, de réparation. Et puis il y a les audiences, les communiqués, les fuites, les papiers expliqués par des juristes parce qu'il faut rendre compréhensible que qui au fond reste une tragédie familiale. En Nanterre, la justice française doit déjà trancher une question fondamentale où est la résidence habituelle de Johnny au moment de sa mort et donc elle doit s'appliquer. Et pendant que les juges résonnent les causes, ils se rédissent. Mais alors, comment parle-t-on encore quand chaque phrase peut devenir une pièce de dossier? Comment se regarde quand on sait que l'autre camp va interpréter le moindre mot comme une stratégie? C'est en droit que la rupture devient totale. Le conflit n'est plus seulement entre personnes, il devient entre récits. Laetitia raconte l'urgence de protéger ses filles et la mémoire de Johnny. David raconte la nécessité de ne pas être effacé. Et au milieu, il y a cette évidence que personne ne veut admettre trop tôt, plus la bataille dure, plus elle laisse des cicatrices qui survivront à la décision des tribunaux. Après la tempête, il ne reste pas seulement des ruines juridiques, il reste une fatigue morale, cette sensation d'avoir gagné du temps, en perdant quelque chose d'irremplaçable. Le 2020 marque un basculement. Le 3 juillet, l'avocat de Laetitia annonce un accord définitif avec Laura Smith tandis que David Hallyday fait savoir qu'il se désiste des actions en justice. Sur le papier, qu'est la fin d'un feuilleton. Dans la réalité, c'est le début d'une autre phase, celle où l'on doit vivre avec ce qui a été dit, ce qui a été écrit, et ce qui n'a jamais été prononcé entre 4 jours. David justement choisit la sortie par le haut. En septembre 2020 sur RTL, il refuse de s'attarder sur l'accord non je n'ai rien signé du tout.
car fait partie du passé qu'est une histoire finie. Il insiste sur la douleur, sur le caractère intime et lâche une phrase qui surprend par sa franchise. Je crois que Casaul vraiment les gagne. Si n'est pas du mépris, qu'est un signal. Il dit je ne veux plus être l'homme d'un conflit, je veux redevenir l'artiste d'un héritage musical. Il confirme aussi dans la même séquence qu'il renonce à la succession de son père. Comme si après l'orage, il choisissait de sauver ce qui peut encore l'être son propre équilibre et l'image de Johnny par son œuvre. Mais alors, qu'est-ce que cela change pour la Laetitia tout et rien à la fois, car la paix judiciaire n'efface pas les contraintes matérielles. À ce moment-là, elle parlait d'un héritage moins d'or qu'on ne l'imagine, du patrimoine, peu de trésorerie et beaucoup de dettes. Elle dit aussi dans la foulée qu'elle devra rembourser la dette fiscale et qu'elle l'accepte comme un devoir. C'est le langage moins romanesque que la légende Hallyday. Pourtant, c'est la vraie vie. Celle où le mythe est une addition. Alors elle réduit la voilure. En septembre 2020, la mise en vente de la grande villa de Pacific Palisades à Los Angeles est racontée comme une page qui s'est tournée. Le Figaro Immobilier évoque un prix affiché autour de 15 millions d'euros et relie explicitement cette décision aux difficultés financières et fiscales qui persistent après le règlement familial. Ce choix n'est pas seulement immobilier, c'est une manière de dire je ne peux plus habiter une mémoire trop coûteuse. Et surtout, je ne peux plus vivre comme si Johnny était encore là pour porter la structure. Pourtant, l'après-tempête n'est pas une réconciliation automatique. Les mots publics sont laissés des traces. On se souvient que la Laetitia disait dès 2018, je l'ai atteint à bras ouverts, je serai un jour prête à pardonner. Sauf qu'entre la formule et le réel, il y a 8 années de classes d'avocats, de procédures et de fiertés blessées. Dans une famille, passer à autre chose est parfois une phrase qui protège. Elle ne signifie pas que tout est réglé. Elle signifie qu'on a plus la force de continuer à se faire du mal publiquement. Et puis il y a un phénomène discret mais décisif, la redistribution des rôles. David se repositionne comme pilier de son propre clan avec sa vie à tourner son récit. Laetitia se repositionne comme mère avant tout responsable d'un foyer, d'une mémoire et d'un futur pour Jade et Joy. Quand la guerre s'arrête, chacun reprend sa trajectoire. Mais chacun garde, au fond d'une question qui évoque un apaisement si l'on n'a jamais eu la conversation qui compte. C'est dans ce silence-là que revient fin 2025 une parole nouvelle. Dans le documentaire Hallyday par David diffusé le temps décembre 2025 sur M6, David raconte son histoire, une histoire de famille. Et la presse reprend cette confession nette, j'ai pardonne qu'est fini. Pardonner mais on n'oublie pas. Cette phrase n'est pas une attaque, c'est une mise au point. Elle dit j'ai fermé la porte à la guerre mais je garde la mémoire de ce que j'ai vécu. Elle dit aussi en quelque chose de sentir pour la Laetitia, le pardon existe. Mais il a un prix. Il exige tôt ou tard des mots plus justes que les communiquer. Elle pensait avoir tout enduré jusqu'au jour où elle a compris que le plus difficile n'était pas la justice, mais une phrase dire enfin en fils. Décembre 2025, David parlait, pas une conférence de presse, pas dans une punchline. Il parlait dans un documentaire avec cette sobriété qui désarme j'ai pardonne. Il faut passer à autre chose, mais on n'oublie pas. Une phrase qui ne visait pas à relancer la guerre, mais à la refermer proprement. Et quand il dit qu'il n'est pas seulement un bilan, c'est une invitation implicite si tu veux vraiment tourner la page, viens la tourner avec moi pas contre moi. La Laetitia recueille cette phrase comme on recueille un courrier qu'on n'attendait plus, parce que pendant des années elle a vécu dans l'urgence et le réflexe de protection. Elle s'est construite comme un rempart. Et un rempart qui ne pleure pas, qui ne s'excuse pas, qui tient. Elle se souvient de 2018 quand elle avait choisi la bataille médiatique pour répondre à la bataille judiciaire. La chance est montre ces cols à sa peau, on me vole mon d'huile, on me roue de coups. À l'époque, elle parlait depuis la douleur brute, depuis la peur, depuis l'impression qu'on lui arrachait Johnny une seconde de fois. Mais alors, en regardant David aujourd'hui, elle comprend, c'est quoi cette phrase a pu provoquer en face un autre d'huile vol que lui du fils. Un d'huile qui n'avait même plus la possibilité de se dire au père. La révélation qui n'est pas un scoop, ce n'est pas un aveu choc, c'est une mécanique intérieure qui se fissure. Parce que la guerre s'est arrêtée officiellement en 2020 avec un accord annoncé comme définitif et le désistement des procédures. David lui est allé jusqu'au bout de son geste et la renonce à la succession et se retire des instances judiciaires. Et malgré tout, rien n'a vraiment été dit.
Si quel admet à 50 ans si n'est pas jai, you told Damer Johnny, si n'est pas jai tout mal fait, non, c'est plus simple, plus humiliant aussi. Elle admet qu'elle a confondu protéger et contrôler, qu'elle a pris l'habitude d'être l'intermédiaire jusqu'à oublier ce que cela signifiait pour un fils d'avoir besoin d'un intermédiaire pour atteindre son père. Elle se devina jamais demande un trône. Il la demande une place, et cette place, la célébrité l'a compliqué, la distance l'a compliqué, les blessures anciennes l'ont compliqué. Puis l'après l'a rendu explosive. Depuis la mort de Johnny le Five, décembre 2017, tout s'est rigidifié les affects, les récits et le droit. Laetitia s'est retrouvée au centre d'un système d'organisation successoral et pensé selon un cadre américain avec un trust rédigé en 2014 qui a nourri la défiance et l'hostilité. Et au milieu de ces dispositifs, il y avait des êtres humains. Alors, elle brise le silence autrement. Passe devant les caméras, passe pour convaincre le public. Elle le brise dans le seul endroit où elle a compte une conversation en fin sans avocats en arrière-plan. Une conversation qui ne cherche pas à réécrire l'histoire, mais à reconnaître la douleur. Elle pourrait dire, c'est là que tout change quelque chose, comme je n'ai pas su faire la différence entre ta place et la mienne. Je croyais protéger Johnny et je t'ai parfois donné l'impression de te tenir à distance. Je ne te demande pas d'oublier. Je te demande seulement d'entendre si je ne voulais pas te remplacer. Je n'aurais jamais dû te faire sentir que tu devais passer par moi. Et puis une autre phrase plus difficile encore parce qu'elle impliquait une responsabilité sans se réfugier derrière le droit quand j'ai dit dans mes volements d'huile, je ne voyais pas que toi aussi on devait quelque chose, un permis, mais aussi la possibilité d'un dernier apaisement. Ce ne sont pas des mots qui effacent une décennie, ce sont des mots qui possèdent pour la première fois une vérité commune. Il y a eu souffrance des deux côtés, et il y a eu des maladresses qui ont coûté trop cher. La révélation de Laetitia finalement tient dans ce paradoxe. Elle ne renonce pas à son histoire avec Johnny, mais elle accepte que l'histoire de David avec Johnny ne lui appartient pas. Elle accepte qu'un fils puisse pardonner sans oublier, et qu'une belle-mère même aimante peut blesser en voulant bien faire. Reste une dernière question silencieuse, presque plus dangereuse que toutes les procédures. David a-t-il besoin d'excuses ou d'une promesse de ne plus jamais confisquer le récit? On ne guérit jamais vraiment d'une famille. On apprend seulement à vivre avec ce qu'elle a laissé nous et avec ce qu'on choisit un jour de ne plus transmettre. Laetitia à 50 ans, ces chiffres au fond n'est pas une ligne d'arrivée. C'est un moment de basculer. Elle ne peut plus se cacher derrière le rôle de veuve courage ni derrière le roman national autour de Johnny. Elle est restée la femme de sa dernière vie, la mère de Jade et Joy, la gardienne d'un homme dont le pays s'est emparé, mais elle découvre aussi qu'à force de porter un monument, on finit par écraser parfois sans le vouloir tous ceux qui avaient déjà un lien avant vous. David lui a dit déjà pardon, mais on n'oublie pas, et cette phrase dans une famille est peut-être la plus honnête de toutes. Parce qu'elle ne promet pas une harmonie artificielle, elle ne vend pas une réconciliation spectaculaire, elle reconnaît la cicatrice. Elle dit simplement je ne ferai plus la guerre, mais je ne nierai pas ce que j'ai vécu. C'est une manière adulte de poser une frontière sans fermer la porte. Il y a eu bien sûr la paix juridique. L'accord annonce comme définitif en juillet 2020 la fin officielle des procédures et le désir public de tourner la page. Mais la paix juridique n'est jamais la paix intérieure. Elle règle les biens par les cœurs. Elle met un couvercle sur une marmite, mais elle ne change pas la température. C'est que Laetitia admet que Adjela n'est pas un détail, c'est le plus intime la place. Elle comprend que l'héritage n'a pas été seulement une affaire de chiffres ou de mécanismes américains de trust et de tribunaux. L'héritage a été une affaire de légitimité affective, de regard, de reconnaissance, et peut être qu'il suffisait avant que tout explose d'une phrase simple humaine tu es le fils, tu passeras toujours avant la tempête. On ne saura jamais exactement si ce que Laetitia dit à David dans les secrets de conversation et ce qui peut être mieux ainsi. Parce que tout ce qui a été exposé, commenté, monétisé, transformé en camp contre camp, a fini par salir ce qu'il y avait de plus pour l'idée qu'un père et un fils se doivent quelque chose même quand ils se sont manqués. Si que l'on peut percevoir en revanche que ces déplacements discrets, Laetitia ne cherchait plus seulement à être celle qui a raison, elle cherchait à ne plus être celle qui bloque. Elle sait que dans l'opinion elle restera longtemps la femme au centre du conflit, mais elle accepte une vérité plus importante que l'opinion. David n'a pas à lui donner un absolu pardon.
il a seulement à pouvoir la regarder sans sentir qu'il doit se défendre. Et David de son côté semblait avoir choisi une voie qui ne humilie pas pardonner sans renoncer à la mémoire, dire l'histoire sans réclamer la haine, rappeler qu'on permet même peut laisser une vie une injustice et que l'on peut décider de ne pas en faire un poisson. L'épilogue donc n'est pas un happy end, c'est une maturité, une forme de paix qui n'a pas besoin de proclamation. Une paix faite de gestes modestes, un message, une présence, un silence qui n'est plus un refus mais un respect. Et si un jour ils se retrouvent autour d'une même table, ce ne sera pas pour rejouer le procès. Ce sera pour accepter une évidence. Johnny appartenait à tous, mais il n'a été le père que de quelques-uns. Laetitia n'a pas à prendre cette paternité. Elle a seulement à la reconnaître. Et sur la table, il reste une photo. Le thème lui ne dit plus rien.